Les vrais monstres n'ont ni griffes ni crocs. Ils arrivent avec des fleurs, des promesses d'amour éternel, des anneaux en or. Ils construisent une vie avec vous, engendrent vos enfants, puis quand ils sont solidement installés dans votre cœur, ils commencent à dévorer votre âme, morceau par morceau, et le pire, permanent. Vos crises, car les voisins ne voient que la famille parfaite que vous prétendez être. Je m'appelle Joséphine Marie Connard, mais tout le monde me connaît comme Josie, J.T. Forens. J'ai porté un secret pendant plus d'un demi-siècle qui a corrodé mon âme comme la rouille sur du vieux fer. Je suis née, j'ai grandi à Champmoulin, une petite ville dans l'Aveyron, en Occitanie, où les matins sont froids, les nuits gardent les secrets des familles traditionnelles, plus jalousement que les titres de leur propriété. Beaucoup de gens ici ne me connaissent que comme la gentille vieille dame qui vend des biscuits, fait maison au marché local le dimanche, toujours portant une robe fleurie, un foulard couvrant mes cheveux blancs. Peu imaginent ce que j'ai porté dans mon cœur depuis mes 23 ans. Raconter cette histoire me bouleverse profondément. Alors je veux vous demander de mettre un petit cœur sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. Ça me donne la force de continuer, me fait sentir que mon histoire peut aider d'autres. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'aimerais savoir qui m'écoute. Je sens qu'il est grand temps de raconter mon histoire. Pas pour moi, car j'ai appris à porter ce fardeau, mais pour toutes les femmes qui, comme moi, affrontent l'enfer dans leur foyer, restent silencieuses par peur, honte, ou pour protéger leurs enfants, peut être que, en entendant mon récit, quelqu'un trouvera le courage que j'ai mis si longtemps à trouver. Ma vie a commencé simplement comme celle de n'importe quelle fille de la campagne occitane dans les années 1940. Mon père, Antoine, travaillait dans les champs de maïs, se levant au premier chant du coq, ne rentrant que lorsque les étoiles piquetaient le ciel. Ma mère, Sarah, s'occupait de la maison, des 5 enfants, trouvait encore le temps de faire des couvertures piquées à vendre au marché. J'étais l'enfant du milieu, avec 2 frères aînés, 2 sœurs cadettes. Notre maison était petite, avec des planchers en bois, un toit qui laissait passer des rayons de soleil à travers les fissures pendant la journée. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous ne manquions jamais de nourriture, de respect mutuel. Mon père, même fatigué du travail, avait toujours un sourire pour nous, n'a jamais levé la main sur ma mère. Une rareté à une époque où les maris étaient presque propriétaires de leurs femmes petites, étudiées, pour ne pas avoir à dépendre d'un homme, disait toujours ma mère en m'apprenant les points de couture pour les couvertures. Et j'ai étudié, j'étais la seule des 5 enfants à terminer l'école primaire dans notre école communautaire. L'institutrice, mademoiselle Éléonore, vit quelque chose en moi, convainquit mes parents de me laisser continuer mes études. Cette fille a de la lumière dans les yeux. Antoine, ce serait un péché de la gâcher. Avec grand sacrifice, je réussis à devenir enseignante à 19 ans. C'était en 1957. Pour une fille de fermier de la campagne, devenir enseignante, c'était presque un miracle. Je me souviens de la fierté dans les yeux de mon père quand j'ai donné mon premier cours dans la même école où j'avais étudié des années auparavant.
Je vois ta mère en toi, mais avec un livre à la main au lieu d'une aiguille. Détends. La voix brisée, pendant 3 ans, j'ai enseigné aux enfants de la ville, gagnant un salaire modeste qui aidait à la maison. Les filles de mon âge étaient déjà mariées, beaucoup avec 1 ou 2 enfants, tandis que je restais célibataire, dévouée à mes élèves. Les commérages de la ville étaient impitoyables. Elle finira vieille fille. Trop d'éducation fait fuir les maris, disaient les vieilles dames dans leur cercle de potins. Je faisais semblant de ne pas m'en soucier, mais au fond, je confessais que parfois je me sentais seule. C'est lors d'une fête du 14 juillet en 1960 que je rencontrai Charles. Il était venu de Montpellier pour travailler comme comptable à la seule banque qui avait ouvert en ville. Il était grand, à la peau claire, avec des cheveux lissés en arrière, avec de la brillantine, une manière de parler qui montrait qu'il avait étudié dans une bonne école. Quand il me demanda de danser, je sentis mon cœur battre comme jamais auparavant. M'accorderez-vous cette danse? Mademoiselle, demanda-t-il avec une élégance qu'aucun garçon local n'aurait jamais eue. J'acceptai, sentant mon visage brûlé de honte, d'excitation. Nous dansâmes 3 chansons d'affilée, puis il m'emmena prendre un verre de limonade au stand sur la place. Je n'ai jamais vu une enseignante aussi belle de toute ma vie, dit-il, me regardant dans les yeux d'une manière qui me laissa sans souffle. Vous essayez de m'embarrasser. Monsieur Charles, répondis-je, baissant les yeux sur le verre de limonade. Cette nuit-là fut le début d'une cour qui bouleversa la ville. Un homme éduqué de la ville intéressé par la fille d'Antoine, le fermier, les mêmes vieilles dames qui disaient que je finirais vieille fille, murmuraient maintenant que j'avais décroché le gros lot. Elles ne savaient pas que Charles, malgré son bon travail, ses beaux vêtements, n'avait ni héritage ni famille importante. C'était juste un garçon qui avait réussi à étudier avec beaucoup d'efforts. Comme moi, la cour dura 6 mois, toujours avec mon père ou l'un de mes frères, nous accompagnant lors des promenades sur la place, des sorties au cinéma qui avaient ouvert dans la ville voisine. Charles était respectueux, n'essayant jamais de dépasser les limites. Il apportait des cadeaux simples, un ruban à cheveux, un chocolat, une fois même un petit livre de poésie que nous lisions ensemble sur le porche de ma maison. Je veux t'épouser, Mademoiselle Joséphine, dit-il une nuit de décembre, sous le pommier de notre cour, avec mon frère aîné, observant de loin. Si ton père le permet, je veux faire de toi ma femme. Mon cœur faillit sortir de ma bouche. À 23 ans, je commençais à penser que le mariage n'était pas pour moi. Et maintenant me voilà recevant une demande d'un homme éduqué, travailleur, beau. Il faut que j'y réfléchisse, Monsieur Charles, répondis-je, essayant de cacher mon émotion. Mais la vérité est qu'il n'y avait rien à réfléchir. C'était tout ce dont je pouvais rêver la semaine suivante. Charles vint parler à mon père, apportant une bouteille de bon whisky, un cigare. Ils parlèrent pendant des heures dans le salon, pendant que ma mère, mes sœurs, moi attendions anxieusement dans la cuisine. Quand la porte s'ouvrit, mon père entra avec un visage sérieux qui se transforma bientôt en sourire. Viens, c'est ma fille,
Monsieur Charles semble un homme respectable. Si tu veux, tu as ma bénédiction. Le mariage eut lieu en mars 1960 et un à la petite chapelle Notre-Dame. Ce n'était rien de grandiose. Nous n'en avions pas les moyens, mais c'était beau. Ma robe fut cousue par ma mère, mes tantes, utilisant de la dentelle qu'elles avaient faite elles-mêmes. Charles était élégant dans un costume bleu marine emprunté au directeur de la banque. Après la cérémonie, il y eut une petite fête dans notre cour avec de la nourriture préparée par les femmes de la famille, de la musique jouée par des musiciens locaux. Notre maison était petite, mais la nôtre, Charles avait loué une petite maison à 2 chambres près de la banque avec un salon, une cuisine, même une salle de bain à l'intérieur, un luxe que je n'avais jamais eu. Les premiers mois, je vivais le rêve que chaque fille de mon époque nourrissait. Charles était attentif, m'apportait des fleurs sauvages cueillies en rentrant du travail, louait ma cuisine même quand je faisais trop cuire les haricots. La nuit, il était attentionné, respectueux. Je continuais à enseigner, même après le mariage. Beaucoup de maris ne l'auraient pas permis. Mais Charles semblait fier d'avoir une enseignante pour épouse. Ma femme doit montrer qu'elle est habile de l'esprit aussi, disait-il quand quelqu'un le questionnait. Je me sentais la femme la plus chanceuse du monde. Quand je découvris que j'étais enceinte 6 mois après le mariage, le bonheur semblait complet. Charles pleura quand je lui annonçais, ses mains tremblant, touchant mon ventre encore plat. Ce sera une belle fille, comme toi, Josie, dit-il avec certitude, comme s'il pouvait voir l'avenir. Et il avait raison. Marianne naquit un matin chaud de janvier 1962, après un accouchement difficile qui dura presque 20 heures. Quand le médecin la plaça dans mes bras, toute rouge, pleurant fort, je sentis que je n'avais jamais aimé quelqu'un autant de toute ma vie. Et en regardant Charles, je vis le même amour débordant sur son visage. Elle a tes yeux, Josie, dit-il, utilisant le surnom que tout le monde adopterait plus tard. À ce moment, je pensais avoir atteint le bonheur parfait. On Marie-Aimant, une fille en bonne santé, une profession que j'aimais, que pouvait vouloir une femme de plus. Je ne savais pas que ce n'était que le début de l'histoire, que l'homme que je voyais comme mon refuge abritait en lui une tempête qui détruirait tout ce que nous avions construit. Comme ma mère le disait toujours, les diables portent un costume, une cravate, sourit à votre visage avant de montrer ses griffes. Mais c'est une partie trop douloureuse à raconter maintenant. J'aurai besoin de temps pour rassembler mes forces. Continuer cette histoire lors de notre prochaine rencontre. En attendant, je voudrais que vous réfléchissiez combien de fois jugeons-nous un livre par sa couverture? Combien de fois le monstre qui nous détruit est-il celui que nous avons juré d'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare? Si cette histoire touche votre cœur, laissez un petit cœur, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec quelqu'un que vous pensez devoir entendre parfois. Entendre la douleur d'un autre est le premier pas pour guérir la nôtre. Les premières semaines après la naissance de Marianne furent une pure joie, même avec la fatigue des nuits sans sommeil, les insécurités d'être une mère pour la première fois. Charles se montra un père dévoué, rentrant plus tôt de la banque pour m'aider, changeant les couches sans se plaindre.
chantant pour endormir notre fille avec une voix que je ne savais même pas qu'il avait, Nos Nuits, autrefois remplie de conversations sur l'avenir, était maintenant consacrée à cette petite personne qui était venue compléter notre famille. Elle a ton Josie, disait-il fièrement, penché sur le berceau que mon frère charpentier avait fait pour sa nièce. Et moi, je pensais avoir construit le paradis sur terre avec une famille qui semblait sortie tout droit des histoires d'amour que je racontais à mes élèves. Quand Marianne eut 3 mois, je repris l'enseignement. C'était difficile de la laisser, même en sachant qu'elle serait aux soins de ma belle-sœur, qui vivait à 2 rues de chez nous, mais sentir la craie entre mes doigts, voir les visages avides des enfants, c'était aussi une partie de qui j'étais. Charles soutint ma décision, bien qu'occasionnellement il laissait entendre que lorsque nous aurions plus d'enfants, être-il mieux que je reste à la maison. J'acquiesçais sans trop y penser. À cette époque, une femme qui travaillait hors de la maison était presque une révolution. La première année de Marianne passa comme une feuille dans le vent, bientôt. Elle rampait dans toute la maison, souriant avec ses 2 dents du bas qui venaient de sortir, appelant Dada à Charles, avant même de m'appeler maman. Il fondait complètement, achetant des jouets que nous ne pouvions pas nous permettre, faisant des plans pour quand elle grandirait, je mettrai notre princesse dans une bonne école. Josie, elle sera médecin, avocate, ce qu'elle voudra être. La vie suivait son cours. Marianne grandissait forte, en bonne santé, aussi joyeuse qu'un petit oiseau. Je continuais à enseigner, maintenant dans la plus grande école de la ville, ayant été promue grâce à mon effort, ma dévotion. Charles prospérait aussi à la banque, nommé à un poste de superviseur pour tout le monde à Champmoulin. Nous étions le modèle de la famille parfaite. C'est autour du 3e anniversaire de Marianne que je remarquais les premiers changements chez Charles. Petite, presque imperceptible. Pour un observateur extérieur, il n'arrivait plus aussi enthousiaste du travail, se plaignait plus de la nourriture, des dépenses, du ménage, du bruit que Marianne faisait en jouant. Un homme travaille toute la journée, il a besoin de silence quand il rentre, disait-il avec une irritation dans la voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Je pensais que c'était juste de la fatigue. Le nouveau poste apportait plus de responsabilités, plus de pression. J'essayais d'être compréhensive, préparant des plats qu'il aimait, gardant Marianne plus calme quand il arrivait, faisant tout pour lui plaire, pour retrouver ce sourire qui m'avait conquise à la fête du 14 juillet des années plus tôt. Nuit, Charles rentra du travail extrêmement irrité. Il y avait eu un problème avec un compte important. Il blâmait un de ses employés subalternes. Pendant le dîner, il ne cessait d'en parler, utilisant des mots trop durs pour l'homme que je connaissais. Cet incompétent va me le payer. Je vais le faire regretter d'être né. Calme-toi. Charles, essayai-je de l'apaiser, servant un peu plus de viande dans son assiette. Je suis sûre que c'était une erreur. Demain, vous pourrez résoudre ça avec des têtes froides. J'aurais pas dû dire quoi que ce soit. Il frappe à la table avec une telle force que les assiettes sautèrent. Effrayant Marianne, qui se mit à pleurer. Ne me dis pas quoi faire, Femme.
tu penses que tu comprends quelque chose à mon travail. J'étais paralysée. Jamais, en 4 ans de mariage, Charles n'avait haussé la voix contre moi comme ça. L'homme devant moi, le visage tordu de rage, semblait un étranger. Je prie Marianne, essayant de la calmer, pendant qu'il se levait, partait, claquant la porte. Il revint tard dans la nuit, sentant le whisky. Je fis semblant de dormir quand il entra dans la chambre. Craignant ce qui pourrait arriver le lendemain matin, il agit comme si rien ne s'était passé, prépara du café pour nous trois, joua avec Marianne, m'embrassa avant de partir au travail. Je faillis me convaincre que c'était un épisode isolé, que ça ne se reproduirait jamais, mais ça se répéta plus fréquemment que je ne voudrais l'admettre. Les éclats de colère allaient et venaient pour des raisons de plus en plus insignifiantes. Une semaine, c'était parce que j'avais acheté une nouvelle robe pour Marianne sans le consulter la suivante, parce que le dîner n'était pas prêt quand il arrivait, puis parce qu'il trouvait une feuille de contrôle que j'avais ramenée à la maison pour corriger. Tu négliges ta fille à cause de ses enfants qui ne sont même pas les tiens, cria-t-il, déchirant les feuilles où mes élèves avaient fait de leur mieux pour résoudre des problèmes d'arithmétique. Je commençais à marcher sur des œufs dans ma propre maison, surveillant chaque mot, chaque geste, essayant de prédire ce qui pourrait déclencher la prochaine tempête. Marianne, jeune mais sensible. Chanjay, a aussi la fille joyeuse, bavarde, devint silencieuse quand son père était à la maison, comme si elle essayait de se rendre invisible. Les questions des voisins commencèrent. « Mademoiselle Yossier, tout va bien, vous avez l'air si fatigué. Monsieur Charles semble si stressé ces derniers temps. Je détournais, gardant les apparences. Après tout, les problèmes familiaux se résolvent dans la famille, disait toujours ma mère, et j'aimais encore Charles, ou du moins l'homme qu'il avait été avant, en 1966. Quand Marianne avait 5 ans, il fut promu à nouveau, maintenant directeur de l'agence, une position prestigieuse pour un homme si jeune. Il y eut une fête à la banque avec un discours du maire, du champagne. La première fois que j'en goûtais, Charles était radieux cette nuit-là, redevenu l'homme charmant, confiant dont j'étais tombée amoureuse. Il me présentait à tout le monde comme ma belle épouse, l'enseignante. Yoshefina, avec tant de fierté dans la voix que ça me faisait croire que tout pourrait redevenir comme avant. Pendant quelques semaines, ce fut le cas. Il recommença à apporter de petits cadeaux, à louer ma cuisine, à jouer avec Marianne en rentrant du travail. Je commençais à baisser ma garde, à me permettre de sourire à nouveau, sans craindre de provoquer sa colère. C'est à cette époque que je tombais enceinte pour la 2e fois. Quand je lui ai annoncé la nouvelle du bébé, il me serra forte, me faisant tournoyer dans la pièce, comme il l'avait fait quand il a pris pour Marianne. Nous aurons un garçon cette fois, Josie, annonça-t-il, comme s'il pouvait le déterminer, un fils pour suivre mes pas à la banque. Ces mois de grossesse furent paisibles. Charles semblait avoir apprivoisé ses démons intérieurs, quoi qu'aient causé les éclats précédents à l'école. Je réduisis mes heures pour mieux prendre soin de ma santé, avec la bénédiction de la directrice, qui était mon amie, confidente,
Marianne était excitée à l'idée d'être grande sœur, mettant déjà de côté certains de ses jouets pour le bébé qui arriverait. Notre fils naquit en juin 1967. Un garçon robuste avec la peau aussi foncée que la mienne, les yeux clairs de son père. Charles choisit le nom Richard, un nom puissant pour un futur homme d'affaires, dit-il, tenant son fils avec un soin presque révérencieux. Au début, tout allait bien. Charles se divisait entre le travail, la maison, le week-end. Il emmenait Marianne en promenade pendant que je m'occupais du bébé. Mais ensuite, quand Richard eut environ 4 mois, il commença à tomber malade fréquemment. Rindgreef, juste des rhumes, de petites fièvres, mais assez pour des nuits sans sommeil, des pleurs constants, une fatigue accumulée pour nous tous. C'est alors que le comportement de Charles commença à changer à nouveau. Les plaintes revinrent plus intenses qu'auparavant. Les pleurs de Richard l'irritaient profondément. Je ne peux même pas penser clairement avec ce bruit, cria-t-il, claquant la porte de la chambre où je me retirais pour calmer notre fils. Marianne, maintenant 6 ans, redevint silencieuse, fuyante en présence de son père. Une nuit, après une journée particulièrement difficile à la banque, Charles arriva tard, trouva la maison en désordre. Richard avait eu de la fièvre toute la journée. Marianne avait renversé du jus sur le tapis du salon. J'étais trop épuisée pour tout garder en ordre comme d'habitude. Quel est ce taudis ? Cria-t-il dès qu'il entra dans le salon. Je suis dehors toute la journée, me tuant à vous entretenir. Et c'est ainsi que tu m'accueilles, Charles, s'il te plaît. Suppliai avec Richard, pleurant encore de fièvre dans mes bras. Le garçon est malade. Je n'ai pas eu le temps. Je ne pus finir la phrase. Pour la première fois, il leva la main contre moi. La gifle frappa mon visage avec une telle force que je trébuchai en arrière, manquant de lâcher le bébé. Marianne, qui regardait tout depuis la porte de la chambre, poussa un cri que je n'oublierai jamais. « Papa, non !» Charles sembla revenir à lui en entendant la voix de sa fille. Il regarda sa propre main, comme s'il ne la reconnaissait pas. Puis moi, avec mon visage maintenant marqué par la rougeur, du coup, et Richard, qui pleurait encore plus fort dans mes bras. Sans dire un mot, il se retourna, partit à nouveau, laissant seulement l'écho de la porte qui claquait derrière lui. Cette nuit marqua la fin définitive de toute illusion que j'avais encore sur mon mariage. L'homme qui avait promis de m'aimer, de me respecter, avait franchi une ligne qui ne pouvait être défaite en mettant de la glace sur mon visage. Berçant Richard pour l'endormir, Marianne s'approcha, s'assit à côté de moi sur le lit. « Maman, pourquoi papa était si fâché ?» demanda-t-elle d'une voix si petite que je l'entendais à peine. Comment expliquer à une enfant que parfois les gens changent, que quelque chose se brise en eux, laisse sortir une obscurité qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Papa est très fatigué, ma chérie. Parfois, les adultes font des choses mauvaises quand ils sont fatigués. C'était la seule explication que je pouvais trouver à ce moment, bien que je savais que c'était insuffisant. Marianne hocha la tête avec une compréhension au-delà de ces quelques années.
posa sa tête sur mes genoux. Tchova, Allah. Maman, je vais m'occuper de toi. Des petites Ricky. Mon cœur se brisa un peu plus en entendant cela. Une enfant ne devrait pas sentir qu'elle doit protéger sa mère. Cette nuit-là, allongée avec mes 2 enfants endormis à côté de moi, je me promis de trouver une issue pour eux, de trouver la force de faire ce qui était nécessaire. Ce que je ne savais pas, à ce moment, en écoutant la légère pluie tomber dehors, c'est que le pire était encore à venir, que le vrai monstre habitant Charles n'avait pas encore montré son visage le plus terrible. Et quand il le ferait enfin, ma vie changerait à jamais d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Quand une maison commence à s'effondrer, les premiers signes sont presque imperceptibles. Une petite fissure dans le mur que vous déguisez avec de la peinture, un craquement dans le plancher que vous ignorez, une odeur étrange que vous vous convainquez d'imaginer. C'est ainsi que mon mariage commença à s'écrouler silencieusement, sans fanfare, mais avec une constance que je ne remarque maintenant qu'en regardant en arrière. L'homme que j'avais rencontré à la fête du 14 juillet, qui m'avait conquise avec de la poésie, de la gentillesse, se transformait peu à peu, si lentement que je ne remarquais presque pas, quand ce sourire galant commença à céder la place à une expression fermée, quand ses yeux aimants devinrent froids, quand les mains qui caressaient autrefois commencèrent à former des points. Après la naissance de Richard, notre second enfant, les choses empirèrent rapidement. Le garçon avait une santé fragile dans ses premiers mois, pleurait beaucoup la nuit, nécessitait une attention constante. Je divisais mon temps entre m'occuper du bébé, donner de l'attention à Marianne, qui n'avait que 6 ans, maintenir les cours à l'école. Dormais peu, manger à la hâte, et même ainsi, essayer de garder la maison en ordre pour ne pas donner à Charles des raisons de se plaindre. Mais les raisons émergeaient toujours. Un jour, c'était le dîner qui n'était pas assez chaud. Un autre, c'était les jouets de Marianne, éparpillés dans le salon. Puis c'était Richard qui pleurait trop. Les plaintes venaient accompagnées de regards de plus en plus durs, de mots de plus en plus amers. Une femme qui ne peut pas s'occuper de sa propre maison, ne mérite pas d'être appelée épouse, disait-il, jetant l'assiette de nourriture dans l'évier, cassant la vaisselle qui avait été un cadeau de mariage de ma mère. J'avalais mes larmes, ramassais les morceaux, mettais les enfants au lit, m'allongeais à côté de lui dans le lit, gardant la plus grande distance possible. Je me disais que c'était juste une phase difficile, que Charles était sous pression au travail, que bientôt tout reviendrait à la normale. Les hommes ont leur moment, disait Madame Constance, ma voisine plus âgée, quand elle me voyait avec les yeux rouges de pleurs. Il faut être patiente, petite. C'est ainsi le mariage. Et j'essayais d'être patiente, priais chaque jour béni, demandant à Dieu la force, lui demandant de ramener le Charles dont j'étais tombée amoureuse, mais les prières semblaient tomber dans des oreilles sourdes. Le jour où il me frappa pour la première fois marqua le début d'un nouveau chapitre dans notre mariage, c'était pas seulement la douleur physique qui me secoua, mais la terrible compréhension que quelque chose de fondamental s'était brisé. L'homme qui avait juré de m'aimer mais respecte devant Dieu toute la communauté,
avait levé la main contre moi. Et pire, l'avait fait devant notre fille. « Maman, ne pleure pas, disait Marianne, ses petites mains essuyant mes larmes pendant que je berçais Richard, essayant de le calmer après l'esclandre. « Je vais m'occuper de toi. » Ces mots, venant d'une si petite enfant, brisèrent mon cœur. Quelle sorte de mère étais-je? Ayant besoin de consolation de ma propre fille, quel exemple donnais-je à elle sur ce qu'une femme devrait accepter d'un homme dans les jours qui suivirent? Charles oscillait entre un repentir dramatique, apportant des fleurs, demandant pardon, jurant que ça se reproduirait plus, et de nouveaux éclats, de plus en plus fréquents, pour des raisons de plus en plus insignifiantes. Je commençais à remarquer des changements dans le comportement de Marianne. La fille joyeuse, bavarde, qui courait dans la cour à la chasse aux papillons, marchait maintenant tête baissée, parlait peu, tremblait quand son père haussait la voix. Lady Mank, quand il l'emmenait se promener dans le parc, elle revenait silencieuse, avec un regard distant qui ne correspondait pas à une enfant de son âge. « Ne veux-tu plus aller te promener avec ton père, ma chérie ?» demandai-je une fois quand elle se cacha sous le lit en entendant Charles l'appeler « Non, maman », répondit-elle, les yeux pleins d'une peur qui m'alarma. « Je veux pas être seule avec lui. » Quelque chose dans sa manière de dire cela fit se serrer mon cœur. Je voulais en demander plus, essayer de comprendre ce qui était derrière cette peur, mais Charles était déjà à la porte de la chambre. Impatient. Qu'est-ce que c'est maintenant? Vas-tu commencer à la gâter comme ça? Arrête ces bêtises. Petite, lève-toi et allons-y. Il la tira par le bras avec force, la traînant dehors pendant qu'elle me regardait avec des yeux suppliants. Je restai à la maison avec Richard, mal à l'aise, avec un mauvais pressentiment que je ne pouvais nommer. Quand il revint des heures plus tard, Marianne courut directement dans sa chambre sans me regarder dans les yeux. Charles semblait normal, même gentil, apportant un sac de bonbons pour eux. Cette nuit-là, je m'assis à côté du lit de Marianne pour lui raconter l'histoire qu'elle demandait toujours avant de dormir. Elle était enveloppée dans les couvertures, malgré la chaleur, comme si elle essayait de se cacher du monde. Que s'est-il passé lors de la promenade aujourd'hui? Mon amour démandageux, passant la main dans ses cheveux, elle resta silencieuse si longtemps que je pensais qu'elle s'était endormie. Puis, d'une voix si basse que je l'entendais à peine, elle a dit « Papa m'a emmenée dans un endroit ». Elle fit une pause. Il a dit « C'était notre secret ». « Quel endroit, ma chérie? » « Une maison là, bas au bout de la rue du marché. Il y a un homme là-bas qui prend des photos. Mon sang se glaça dans mes veines. Des photos. Quel genre de photos. Marianne se recroqueville encore. Place. Je ne sais pas exactement. Papa a dit que je devais enlever ma robe, que c'était un travail spécial. Il s'est fâché quand j'ai pleuré. Je ne pus pas dormir cette nuit-là. Ma tête bourdonnait de 1000 pensées horribles, de la terrible suspicion de ce qui pourrait se passer. Je voulais confronter Charles immédiatement, mais quelque chose me disait d'être prudente. Si mes soupçons étaient corrects, le confronter directement pourrait être dangereux pour moi. Les enfants, le lendemain, sous prétexte d'acheter du pain,
Je passais par la rue du marché, cherchant la maison que Marianne avait mentionnée. Je trouvais un studio de photographie improvisé avec une enseigne discrète devant. Sans le courage d'entrer, j'observais de loin. Je vis quand Charles arriva, salua l'homme à la porte, comme une vieille connaissance. Entra. Je rentrais chez moi tremblante, avec une certitude amère se formant dans ma poitrine. Je ne savais pas exactement ce qui se passait, mais je savais que c'était quelque chose de mal, quelque chose qui faisait du mal à ma fille. Dans les jours qui suivirent, je devins plus alerte, observant chaque interaction entre Charles et Marianne. Je commençais à remarquer des choses que j'avais ignorées auparavant, la manière dont il insistait pour la baigner, même si elle était assez grande pour se baigner seule, comment il l'appelait sur ses genoux fréquemment, même quand elle ne voulait clairement pas y aller, la manière dont il la regardait quand il pensait que personne ne regardait. Une nuit, j'entrais silencieusement dans la chambre de Marianne, la trouvais pleurant doucement dans son oreiller. Qu'est-ce qu'il y a, mon ange? Demanda-je, m'asseyant à côté d'elle. Maman, sanglota-t-elle, je ne veux plus que papa vienne dans ma chambre la nuit. Il fait des choses qui me font mal. Ces mots furent comme un poignard dans mon cœur. Pendant un moment, je ne pouvais pas respirer, ne pouvais pas traiter ce que je venais d'entendre. Puis, la réalité me frappa de plein fouet. Mon mari, le père de ma fille, abusait d'elle. Quelle chose, Marianne, demandai-je avec un nœud dans la gorge, ayant besoin d'entendre, d'être sûre, même si chaque mot était une torture entre les sanglots. Elle me raconta des détails qu'aucun enfant ne devrait connaître, des choses qu'aucun enfant ne devrait vivre. Elle parla des nuits où il entrait dans sa chambre quand il pensait que je dormais, des menaces qu'il faisait pour qu'elle ne dise rien à personne, de la douleur, de la confusion qu'elle ressentait. Je serrais ma fille fort, laissant mes propres larmes couler librement. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment n'avais-je pas remarqué ce qui se passait sous mon propre toit? La culpabilité me consumait, mêlée d'une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. Plus jamais. Ma fille, promis-je, tenant son visage entre mes mains, il ne te touchera plus jamais, je te le promets. Cette même nuit, pendant que Charles dormait, je préparais une petite valise avec quelques-uns de nos vêtements, les quelques documents importants que nous avions. Je prévoyais de partir à l'aube, d'emmener les enfants chez une ancienne collègue enseignante qui vivait dans une autre ville. Mais quand je finissais les préparatifs, j'entendis le bruit de la porte de la chambre s'ouvrir. Charles se tenait là, observant la valise sur le lit. « Que penses-tu faire ?» demanda-t-il, la voix dangereusement calme. « Je pars, répondis-je, essayant de paraître ferme malgré la peur qui me consumait, et j'emmène mes enfants avec moi. » Son rire était froid. « Cruel, penses-tu vraiment que je vais te laisser prendre mes enfants? Que tu survivras sans moi, qui te donnera une maison, de la nourriture, des vêtements. Tu n'es rien sans moi. Rochefine, je préférerais mourir de faim dans la rue que de rester un jour de plus sous le même toit que toi. Rétorquai-je, le courage venant de
je ne sais où. Je sais ce que tu as fait à Marianne. Je sais pour le studio, les photos. Je sais ce que tu fais quand tu penses que je ne regarde pas. Tu es un monstre. Charles, c'était comme allumer une mèche. Son visage se tordit en un masque de haine. Avant que je puisse me défendre, je sentis l'impact de son poing contre mon visage. Je tombai en arrière, étourdi. Le goût métallique du sang dans ma bouche. Tu ne vas nulle part. Grogna, ti il, tirant la valise, jetant les vêtements au sol. Et si tu ouvres la bouche pour dire un mot de ceci à quiconque, je jure que je t'achèverai. Toi et ces morveux, qui penses-tu qu'ils croiront? Moi, le directeur de la banque, respecté par tous, oh, toi, une enseignante hystérique, je restais à terre, feignant la soumission, pendant qu'il continuait avec ses menaces à l'intérieur. Cependant, quelque chose s'était brisé pour de bon. De respect que je pouvais encore ressentir pour lui avait disparu. À sa place, naquit une détermination féroce à protéger mes enfants à tout prix. Cette nuit-là, allongée à côté de l'homme que je reconnaissais maintenant comme mon ennemi, je fis un vœu silencieux. Je trouverais un moyen de quitter cette maison, de sauver mes enfants de cet homme, même si c'était la dernière chose que je ferais de ma vie. Ce que je ne savais pas, c'est que l'opportunité viendrait plus tôt que je ne l'imaginais, par une nuit d'avril qui changerait nos vies à jamais. Certaines nuits restent marquées dans l'âme, comme des cicatrices. Ce 7 avril 1969 est une que même le temps n'a pas réussi à effacer de ma mémoire. Je garde chaque détail, chaque son, chaque odeur, comme si c'était hier, pas plus de 50 ans auparavant. C'était un mercredi, je me souviens, car c'était la nuit de la réunion de prière à l'église. J'étais rentrée plus tard. Charles n'aimait pas ses visites à l'église. Il disait que c'était une perte de temps de prier quand j'avais une maison à entretenir. Mais j'insistais, cette heure dans la maison de Dieu était le seul moment de la semaine où je me sentais en paix, loin de la peur qui était devenue ma compagne constante. Richard, presque 2 ans, s'était déjà endormi tôt, épuisé après une journée entière à courir dans la cour. Marianne, avec ses 8 ans, aurait dû dormir aussi. Charles était sorti pour une réunion à la banque. Du moins, c'est ce qu'il disait. J'arrivais chez moi vers 20 et 1 heure, trouvais le silence étrange, normalement. Il serait déjà rentré se plaignant de mon retard. Je mis mon chapelet dans le tiroir de la commode, enlevé mes chaussures pour pas faire de bruit, aller vérifier les enfants. La chambre de Richard était calme, le garçon dormait sur le ventre, comme toujours. Mais quand j'atteignis la porte de la chambre de Marianne, j'entendis quelque chose qui glaça le sang dans mes veines, un cri étouffé, étranglé, comme quelqu'un essayant de ne pas faire de bruit même dans le désespoir, et sa voix basse, menaçante. Si tu le dis à ta mère, elle ne te croira pas. Et si elle te croit, elle te blâmera. Je poussai la porte dans un élan. La scène que je trouvais était pire que n'importe quel cauchemar que j'aurais pu imaginer. Marianne, recroquevillée contre le mur, le visage mouillé de larmes, les yeux écarquillés de terreur, et Charles, mon Dieu, comment puis-je dire
cela. L'homme que j'avais choisi pour être le père de mes enfants était sur elle avec son pantalon ouvert. En me voyant son visage se transforme en un masque de fureur. Que fais-tu ici? Tu devrais être à l'église. Je ne répondis pas. Quelque chose de primitif prit le contrôle de moi. Une force que je ne savais pas avoir explosa de l'intérieur de ma poitrine. J'ai couru vers lui, le tirai par les cheveux avec une violence que je ne reconnaissais pas en moi. Il trébucha en arrière, surpris par ma réaction. J'en profitai pour saisir Marianne dans mes bras, courir hors de la pièce. Tu es folle, reviens ici, cria-t-il en refermant son pantalon. Venant après nous, cours, ma fille, prends ton frère, va chez la voisine, Madame Catherine, murmurai-je à Marianne. La poussant vers la chambre de Richard, elle hésita, ses yeux encore pleins de terreur. Va, ma chérie, s'il te plaît, je vais le retenir. Je ne sais pas d'où je trouvais le courage. Peut être la colère, peut être l'instinct protecteur que seule une mère connaît. Quand Charles essaya de passer devant moi pour atteindre les enfants, je me plaçais devant lui comme un mur. Dégage de mon chemin, c'est pas ton affaire, pas mon affaire. Ce sont mes enfants, monstre, criai, sans me soucier si les voisins entendraient. Il essaya de me pousser, mais je m'accrochais à lui. Dans les semaines précédentes, j'avais caché des ciseaux de couture sous le matelas, craignant qu'un jour j'ai besoin de me défendre. J'avais jamais pensé que ça en arriverait là, mais à ce moment, alors que nous luttions dans le couloir étroit, je m'en souvins, je réussis à m'échapper de lui un instant. Couru dans la chambre, il vint après moi, riant de cette manière cruelle qu'il avait développée ces dernières années. Que penses-tu faire, Josie? Tu penses pouvoir m'avoir? Je saisis les ciseaux sous le matelas, me retournai, les tenant fermement. Reste loin de moi. Des Messenfants. Il s'arrêta à la porte. Surprise. Un instant. Puis recommença à rire. Tu n'as pas le courage. Ne me teste pas. Charles, pour l'amour de Dieu, ne me teste pas. Aujourd'hui, quelque chose dans ma voix dut communiquer la gravité de la menace, car il fit un pas en arrière. À ce moment, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. This voice. Marianne avait réussi à sortir avec Richard, appelé à l'aide. C'était Monsieur Joseph, le voisin de la maison d'en face, et deux autres hommes que je ne reconnus pas immédiatement, que sont tous ces cris. Tout va bien, Madame Josie, demanda Monsieur Joseph prudemment, entrant dans le salon. Charles changea complètement de posture, comme seuls les prédateurs savent le faire. Soudain, il était l'homme charmant, éduqué que tout le monde connaissait. Ce n'est rien. Monsieur Joseph, juste una disputa de couple, la dame, ma femme, devient parfois nerveuse. Vous savez comment c'est. Mais Marianne, ma brave-fille, ne laissa pas le mensonge prospérer. Il me faisait mal. Monsieur Joseph, il faisait de mauvaises choses à moi. Le silence qui suivit ces mots directs, enfantins, fut comme un coup de tonnerre. Monsieur Joseph, les autres hommes regardèrent Charles, puis moi,
tenant encore les ciseaux, puis les enfants, quelque chose dans les yeux de Marianne, cette terreur authentique qu'aucune enfant ne pouvait feindre, dut parler plus fort qu'un millier de témoignages. Il vaut mieux que vous veniez avec nous, Monsieur Charles, dit l'un des hommes que je reconnus alors comme le shérif David. Nous parlerons au poste. C'est absurde, protesta Charles, mais il n'y avait plus la même puissance dans sa voix. C'est la parole d'une enfant confuse contre la mienne. Je suis le directeur de la banque, un homme respecté dans cette ville, et je suis le père de 3 filles, répondit le shérif avec une froideur qui me donna un certain réconfort. Nous réglerons cela correctement. Alors qu'ils emmenaient Charles, Madame Catherine, la voisine chez qui Marianne avait couru, mais c'est la forte, tout ira bien maintenant. Josie, c'est fini, mais je savais que c'était pas fini. C'était juste le début d'une autre épreuve dans une petite ville dans les années 1960. Une accusation comme celle-là contre un homme de position, comme Charles, ne serait pas facile à soutenir. Tout le monde connaissait le pouvoir qu'avaient des hommes comme lui, les connexions, le respect qu'ils commandaient simplement pour être des hommes en position d'autorité au poste. J'étais traitée comme si j'étais la criminelle. Êtes-vous sûre, madame, n'auriez-vous pas mal interprété la situation? Votre mari est un homme si bien considéré dans la communauté, les questions venaient chargées de doutes, de jugements voilés. Marianne fut épargnée d'un interrogatoire formel grâce à l'intervention du père Romain, qui arriva au poste dès qu'il entendit parler de l'incident. Cet enfant a subi assez de traumatismes. Si vous avez besoin de son témoignage, que ce soit fait avec les soins appropriés en présence d'un médecin, Charles ne passa qu'une nuit en prison. Le lendemain, il fut libéré après avoir payé une caution. Les commérages dans la ville s'emballèrent. Est-ce vraiment vrai? Ou Miss Josie l'a-t-elle inventé? Parce qu'il avait une autre femme. Cette fille était toujours très imaginative. Peut-être a-t-elle confondu les choses? Un homme travailleur comme Monsieur Charles, ça peut pas être vrai. C'était Madame Catherine qui nous accueillit dans les jours suivants. Je n'avais pas le courage de retourner dans ma propre maison. Craignant que Charles n'y apparaisse, mes enfants avaient peur, surtout Marianne qui se réveillait en criant toutes les nuits « Tout va bien, mon amour », disais-je, la serrant fort contre ma poitrine. Maman ne laissera plus personne te faire du mal. Yomois. Mais comment tenir cette promesse? Je n'avais nulle part où aller, pas d'argent épargné, pas de famille en ville qui pouvait m'aider. Mes parents étaient déjà décédés, mes frères et sœurs étaient dispersés, chacun avec ses propres difficultés. C'est alors que je reçus la visite qui changerait le cours de notre histoire. Le père Romain apparut chez Madame Catherine un après-midi, accompagné d'une femme d'une 60aine d'années, bien habillée, avec un air d'autorité sereine qui m'inspira immédiatement confiance. Madame Josie, voce Madame Augusta Benoît, directrice de l'académie pour filles à Rodez, présenta le prêtre. Elle a entendu parler de votre situation, est venue offrir de l'aide. Madame Augusta me tendit la main. Quand je la pris, je sentis une fermeté rassurante. Ma chère, le père Romain m'a parlé de votre cas.
Je suis ici pour vous offrir un emploi d'enseignante dans notre académie, un, un logement pour vous, vos enfants dans les quartiers des enseignants, à 3 heures de route d'ici, assez loin, pour que vous puissiez recommencer. Je ne pus retenir mes larmes. C'était comme si la Vierge Marie avait entendu mes prières désespérées. Mais pourquoi, madame? Vous ne me connaissez même pas. Madame Augusta sourit, un sourire triste, compréhensif. Disons simplement que je reconnais votre situation mieux que je ne le voudrais. Il y a 20 ans, une jeune enseignante dans des circonstances similaires à la vôtre a croisé mon chemin. Je n'ai pas pu l'aider comme j'aurais dû. Elle s'est ôté la vie une semaine plus tard. J'ai juré de ne plus jamais rester immobile face à la souffrance d'une autre femme. Une semaine plus tard, sous la protection du Père Romain, de quelques bons hommes de la communauté, nous montâmes dans le bus pour rôder. Je laissais derrière moi la maison, les meubles, presque toutes nos affaires, peu importait. Ce qui comptait, c'était Marianne, Richard, dormant paisiblement sur les sièges du bus, enfin, libre de la terreur qui était devenue notre maison. Quant à Charles, j'appris plus tard qu'il fut transféré de la banque dans une autre ville lointaine. Le scandale avait été étouffé, comme tant d'autres impliquant des hommes de position. Il n'y eut pas de procès. Pas de justice au sens traditionnel, mais nous étions libres de lui et c'était tout ce qui comptait à ce moment. Dans les premiers mois rodés, Marianne parlait à peine. Elle passait des heures à dessiner des scènes sombres, effrayantes, qui me brisaient le cœur. Richard, trop jeune pour comprendre pleinement ce qui s'était passé, s'adapta plus facilement à la nouvelle vie. Je travaillais dur, essayant de prouver ma valeur à Madame Augusta, essayant de construire un nouveau foyer pour mes enfants, peu à peu, avec le soutien d'une jeune docteure qui travaillait à l'académie. Marianne commença à s'ouvrir, à parler de ce qui s'était passé, pas seulement cette nuit dont j'avais été témoin, mais avant, je découvris avec horreur que les abus duraient depuis des mois, que ma fille avait gardé ce terrible secret par peur, honte, confusion. Il m'a dit que c'était normal, maman, que tous les pères faisaient ça avec les filles qu'ils aimaient, que c'était notre secret spécial. Ces mots prononcés lors d'une des sessions avec la docteure me détruisirent. Comment n'avais-je pas remarqué? Comment avais-je pu laisser cela se produire sous mon propre toit? La culpabilité me consumait. Je passais des nuits sans sommeil à revoir chaque signe que j'aurais dû remarquer, chaque changement dans le comportement de Marianne que j'avais ignoré, attribuant au stress à la maison, aux changements normaux de l'enfance. La docteure Claire m'aida à comprendre que la culpabilité n'était pas la mienne. Les hommes comme Charles sont spécialistes pour cacher leurs crimes. Madame Josie, IELTS manipulant, menaçant, crée un environnement de peur où le silence semble la seule option sûre. Vous avez fait ce que vous pouviez et surtout, quand vous l'avez découvert, vous avez agi. Beaucoup de femmes, par peur ou dépendance, choisissent de voir mais de ne pas agir. Vous avez sauvé votre fille, c'était des mots de consolation, mais la cicatrice de cette nuit, de cette découverte, n'a jamais complètement disparu. Je la porte encore aujourd'hui. Plus de 5 décennies plus tard,
pas comme une blessure ouverte, plus maintenant, mais comme un rappel du prix que nous payons pour une confiance aveugle, pour l'ignorance choisie, pour la croyance que nous connaissons vraiment ceux que nous aimons. Comme j'écris ces lignes, je pense à combien de femmes vivent en ce moment même dans des situations similaires, combien d'enfants souffrent en silence, croyant que ce qui leur arrive est normal, ou périn, que d'une certaine manière c'est leur faute, c'est pour ces femmes, pour ces enfants, que j'ai enfin décidé de raconter mon histoire, car parfois tout ce dont nous avons besoin pour trouver le courage de changer nos vies, c'est de savoir que nous ne sommes pas seuls, que d'autres sont passés par la même vallée sombre. On réussit à sortir de l'autre côté, pas indemne, pas sans cicatrice, mais vivante et finalement guérie. Notre arrivée à Rodez fut comme une renaissance, l'académie pour filles, dirigée par Madame Augusta, était un lieu d'ordre, de paix, avec ses jardins bien entretenus, ses couloirs calmes, mais enfin, moi reçûmes un petit appartement dans les quartiers des enseignants, 2 chambres, un salon, une cuisine, une salle de bain. Ça semblait un palais après ce que nous avions traversé. Les premiers mois furent d'adaptation, de guérison. Marianne commença un traitement avec le docteur Claire, qui, avec patience, délicatesse, aida ma fille à traiter le traumatisme qu'elle avait vécu. Richard, à seulement 2 ans, s'adapta facilement à la nouvelle vie, charmant tout le monde avec son sourire, son énergia. Quant à moi, je me plongeai dans le travail, enseignant l'anglais, la littérature aux filles de l'école primaire, trouvant dans la routine de la salle de classe un refuge pour mon esprit tourmenté. C'est en 1960 et 11, presque 2 ans après notre arrivée, que je remarquai un changement profond chez Marianne. Un dimanche après-midi, nous étions assises sur le petit porche de notre appartement. Elle, maintenance, tenants, dessinait dans son carnet, comme elle le faisait souvent, mais quelque chose était différent. Les dessins sombres, effrayants avaient cédé la place à des scènes colorées, des fleurs, des papillons, une maison aux fenêtres ouvertes. Comme c'est beau, ma chérie, comment taille, sentant l'espoir germer dans ma poitrine. Qu'est-ce que tu dessines? Elle leva les yeux vers moi, et pour la première fois depuis longtemps, je vis une étincelle qui me rappelait la fille qu'elle était. Avant que tout n'arrive, c'est notre maison. Maman, celle que nous aurons un jour. À ce moment, je sus que nous étions sur le bon chemin, que la pire partie était peu être derrière nous. Cela ne signifiait pas que les cicatrices avaient disparu. Elles ne disparaîtraient jamais complètement, mais nous apprenions à vivre avec elles, à avancer malgré elles. Le temps passa, rempli de travail, des études de mes enfants, des petites joies quotidiennes que je remarquais à peine avant, qui semblaient maintenant précieuses. Richard entra à l'école, se révélant un garçon intelligent, curieux. Marianne, bien qu'elle ait encore des jours difficiles, commença à se faire des amis parmi les élèves de l'académie, à participer à des activités, à sourire plus en 1975. Je reçus une lettre qui ébranla notre tranquillité nouvellement conquise.
Elle venait de ma sœur aînée, qui vivait encore à Champmoulin. Charles était revenu en ville, nous chercher. Il boit beaucoup, continue de dire qu'il va récupérer ses enfants, que tu n'avais pas le droit de les prendre. Écrivait ma sœur, inquiète. Please attention. Josie, la peur revint. Froide, familière, s'installant dans mon estomac, je cherchais immédiatement Madame Augusta, qui, après avoir lu la lettre, tint mes mains tremblantes dans les siennes. N'aie pas peur. Joséphine, il ne peut pas t'atteindre ici. Tu as la protection de l'académie, de l'Église, et maintenant aussi ma protection personnelle. Elle avait raison. Charles n'atteignit jamais Rodez. J'appris plus tard qu'il fut arrêté pour avoir agressé un employé de la banque dans un accès de rage, finit par mourir en prison peu après, victime d'une cirrhose du foie. Je ne ressentis ni joie, ni vengeance, ni même soulagement à la nouvelle. Ce que je ressentis était un étrange sentiment de clôture d'un chapitre qui se terminait comme si je pouvais enfin tourner la page définitivement en 1977, 10 ans après la naissance de Richard, 8 ans depuis notre fuite. Je reçus une proposition qui changerait à nouveau notre chemin. L'académie s'agrandissait. Madame Augusta m'invita à prendre la direction de la nouvelle aile élémentaire. C'était une reconnaissance de mon travail, de la dévotion que j'avais montrée toutes ces années. Vous avez un don pour le leadership. Madame Josie, me dit-elle, et surtout, vous avez de la compassion. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour former ces filles. J'acceptais le défi avec un mélange d'enthousiasme, d'appréhension. Je n'avais jamais occupé un poste de telle responsabilité, mais je découvris que Madame Augusta avait raison. J'avais quelque chose à offrir, une sagesse née de la douleur, une force que je ne savais pas avoir sous ma direction. L'aile élémentaire prospéra. Nous implémentâmes des méthodes d'enseignement plus modernes, intégrant l'art, la musique dans le programme, encourageant les filles à penser par elles-mêmes, à questionner, à rêver au-delà des limites que la société essayait de leur imposer. Une fille éduquée est une femme libre devint la devise officieuse de notre aile. C'était ce en quoi je croyais profondément, ce que j'aurais souhaité apprendre plus tôt dans la vie. Marianne grandit en observant mon travail, absorbant ses leçons à 17 ans. Elle me surprit en annonçant qu'elle voulait étudier le droit. Je veux aider des femmes comme nous. Maman, dit-elle avec une détermination dans les yeux qui me remplit de fierté. Je veux qu'elles sachent qu'elles ont des choix, qu'elles ont des droits. En 1980, quand Marianne fut acceptée à l'école de droit de l'université de Toulouse, je pleurais de joie, de gratitude. Ma fille, qui avait fait face au pire genre de traumatisme, transformer sa douleur en but. Richard, maintenance, 13 hands, parlait déjà de devenir médecin pour prendre soin des gens, comme le docteur Claire a pris soin de nous, disait-il. Les années 1980 apportèrent des changements pour la France. Notre famille, le pays vivait une nouvelle ère. Les femmes commençaient à occuper des espaces qui leur étaient auparavant refusés. Et moi, à 46 ans,
Il rencontrai Sebastian. Il était professeur d'histoire, Foif, avec une douceur, une intégrité qui m'effrayait au début. Après Charles, j'avais construit de hauts murs autour de mon cœur. Je ne croyais pas pouvoir faire confiance à un homme à nouveau, encore moins l'aimer. Sébastien ne pressait pas, ne demandait pas, ne précipitait pas. Avec la patience de quelqu'un qui connaît la valeur du temps, il gagna ma confiance peu à peu. Il fallut presque 3 ans avant que j'accepte sa demande. Je n'offre pas la perfection, Josie, dit-il quand il me donna une simple bague de fiançailles, juste un amour honnête, l'engagement de toujours respecter qui tu es. Nous nous mariâmes en 1985 dans une cérémonie simple dans la chapelle de l'Académie. Marianne, déjà diplômée, travaillant comme avocate, et Richard, alors étudiant en médecine, furent notre témoin, notre demoiselle d'honneur, Madame Augusta. Maintenant âgée, mais toujours lucide, nous donna sa bénédiction spéciale. Avec Sébastien, j'appris que tous les hommes ne sont pas des monstres, qu'il est possible de construire une relation basée sur le respect mutuel, la compréhension, la camaraderie. Ce ne fut pas facile. Il y avait des moments où le passé revenait comme une vague me prenant au dépourvu. Je me fermais, me retirais dans mon lieu sûr. Il ne se plaignait jamais, ne s'impatientait jamais. Tout le monde porte ses cicatrices. Josie, disait-il, je suis là pour les bonnes heures, les mauvaises heures, pour les jours ensoleillés, pour les tempêtes. Nous eûmes presque 20 ans ensemble avant que le cancer ne l'emporte en 2004. Ce furent des années d'apprentissage, de croissance, d'un bonheur tranquille que je n'avais jamais cru possible. Somortleisson vide, mais pas un abîme. Contrairement à la perte de Charles, qui avait été comme s'échapper d'une prison, perdre Sébastien fut comme dire au revoir à un bon compagnon de voyage, avec gratitude pour les kilomètres partagés. Aujourd'hui, à 24 ans, je regarde en arrière, vois une vie marquée par des extrêmes, une douleur si profonde qu'elle m'a presque détruite, une joie si pure qu'elle a tout racheté. Je vois mes enfants, maintenant adultes avec leurs propres enfants. Marianne, une avocate respectée spécialisée dans les droits des femmes et des enfants. Richard, un pédiatre dévoué avec le même sourire doux de l'enfance. Je vois mes petits-enfants grandissant dans des foyers où le respect est la règle, pas l'exception, où ils savent qu'ils sont aimés inconditionnellement, qu'ils sont en sécurité, qu'ils ont une voix. C'est peu être ma plus grande victoire, avoir brisé le cycle de la violence, avoir créé une nouvelle histoire pour notre famille. S'il y a une leçon que j'ai apprise en ces 84 ans, c'est que la souffrance n'a pas à être le point final, que même des cendres les plus sombres, quelque chose de beau, de fort peut naître, que notre histoire n'est pas définie par les autres, peu importe leur puissance apparente, mais par les choix que nous faisons face à l'adversité. À vous qui regardez peut être traversé votre propre vallée d'ombre, je veux dire, vous n'êtes pas seul. Il y a une issue. Il y a un lendemain. La guérison peut sembler impossible maintenant. Quand la douleur est si présente, si aiguë, mais
croyez-moi quand je dis qu'il est possible de reconstruire, il est possible de guérir, il est possible de retrouver la joie. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un petit cœur, abonnez-vous à la chaîne. Partagez-la avec quelqu'un que vous pensez devoir entendre ces mots. Ohne Pause, un souffle